Pourquoi des hélicoptères quittant à la hâte le toit d'un palais à Cotonou pourraient-ils changer l'Afrique de l'Ouest pour des décennies? Ce matin du 22 février 2026, personne ne s'attendait à voir le balai précipité des rotors au-dessus de la lagune. Pas de discours, pas de poignée de main officielle. Juste des silhouettes étrangères embarquées à la dernière minute, loin des caméras, loin des communiqués. Officiellement, il ne s'est rien passé. Les gouvernements concernés nient tout, effaçant cet épisode du récit public. Mais sur le terrain, au cœur du Marina Palace, impossible de cacher la réalité d'une évacuation d'urgence. Des conseillers militaires et des agents de renseignement quittent le Bénin sans préavis, marquant la fin d'une époque. Pour ceux qui observent, ce genre de départ n'est jamais anodin. Ce n'est pas simplement la conclusion d'une mission. C'est souvent le dernier acte d'un modèle qui s'effondre, le point d'inflexion où l'histoire bascule sans bruit. Le silence qui s'installe ensuite, lourd, presque palpable, en dit long sur ce qui vacille. L'ordre régional, les alliances forgées à coups de coopération militaire, l'équilibre fragile entre influence étrangère et volonté souverainiste. Ce retrait marque-t-il la fin d'une domination occidentale? Ou bien annonce-t-il l'ouverture d'un cycle de crises inédites? Car derrière cette scène discrète, c'est toute l'architecture politique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui se fissure. Depuis 3 ans, la région a vu émerger un nouveau bloc souverainiste, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, née d'une succession de ruptures brutales, Mali, Burkina Faso, Niger, tous ayant chassé les présences étrangères et réinventé leur récit de légitimité à l'ère des réseaux sociaux. Benin, lui, était resté l'exception. État tampon entre le Sahel AES et la façade atlantique, pivot stratégique pour les opérations de renseignement occidentales et dernière enclave de coopération militaire conventionnelle. Son effondrement en tant que zone tampon a ouvert la voie à une recomposition régionale. La neutralisation du blocus économique auquel le Bénin était associé, la redéfinition des rapports de force, la montée d'un récit de souveraineté capable de dépasser les frontières. Mais ce changement, s'il offre de nouvelles opportunités, n'est pas sans risque. La stabilité régionale, la sécurité des populations, l'avenir politique du Bénin et de ses voisins, tout est remis en jeu. Pour les habitants du golfe de Guinée, comme pour ceux du Sahel, c'est la capacité à façonner leur propre avenir qui vacille ou se renforce dans ce moment de transition. Chacun doit désormais s'interroger. Ce départ précipité, est-ce la promesse d'un nouvel ordre ou le prélude à une série de crises plus profondes? Pour comprendre la portée de ce silence et ce qui se joue réellement derrière la façade des palais, il faut revenir sur la mutation accélérée du paysage ouest-africain de ces dernières années. 5 ans ont suffi pour renverser des décennies de relations sécuritaires en Afrique de l'Ouest. 2021, le Sahel s'embrase et l'histoire s'accélère. Mali, Burkina Faso, Niger. Une cascade de coups d'État militaires balaie d'un revers de main l'ordre établi. Ce n'est plus seulement la chute de gouvernements civils, c'est l'effondrement d'un modèle sécuritaire façonné par l'Occident, et en particulier par la France. L'opération Barkhane, vitrine du dispositif militaire français, s'essouffle, puis s'efface, laissant derrière elle un vide que l'Europe n'a ni la volonté, ni les moyens de combler. Le retrait des forces françaises n'est pas seulement un aveu d'échec opérationnel. Il ouvre la voie à une réinvention radicale du paysage politique régional. C'est dans ce chaos apparent que naît l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Un pacte inédit entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, forgé dans l'urgence, mais porté par une ambition claire: reprendre le contrôle de leur sécurité, affirmer une souveraineté longtemps contenue. Ce bloc, encore inimaginable il y a 10 ans, devient en quelques mois l'incarnation d'un nouvel élan souverainiste, galvanisé par des figures comme Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, dont les discours anti-impérialistes font vibrer une jeunesse fatiguée de dépendance et de tutelle. Les réseaux sociaux amplifient ce récit, transformant la lutte antiterroriste en une lutte de civilisation, où la défense du territoire va de pair avec la reconquête de la dignité nationale. Mais la montée en puissance de l'AES ne se limite pas à la rhétorique.
Sur le terrain, les États du Sahel réussissent une série d'opérations qui bousculent les équilibres sécuritaires. L'opération Clean Sweep, menée conjointement à la frontière entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, n'est pas simplement une victoire tactique contre des groupes armés. Ce qu'elle révèle est bien plus profond, la structure même qui sous-tendait l'instabilité régionale. Car, d'après les sources proches de l'AES, les réseaux insurgés démantelés n'agissaient pas en vase clos. Au contraire, ils s'inséraient dans des circuits où l'influence étrangère, couverte par des arrangements sécuritaires officiels, permettait à certains intérêts de prospérer tout en rendant l'État béninois, volontairement ou non, un corridor stratégique. Ce basculement s'accompagne d'une marginalisation progressive de l'AES sur la scène régionale. ECOWAS se crispe, tente d'isoler le trio sahélien par des sanctions économiques. Mais loin de plier, les États concernés résistent et s'adaptent. La fermeture de leurs frontières, la suspension des échanges bancaires, l'asphyxie commerciale devait, sur le papier, faire plier Bamako, Ouagadougou et Niamey. Dans la réalité, ce sont de nouvelles alliances qui se forment, des routes alternatives qui s'inventent, et une détermination sans précédent qui se propage jusque dans les capitales côtières. Pour les populations, ces bouleversements ne sont pas abstraits. Ce sont des réalités qui s'imposent. La sécurité des villages, la circulation des marchandises, la stabilité des emplois et la capacité de chaque citoyen à peser sur son avenir. L'onde de choc de ce tournant historique se fait sentir jusqu'au sein des appareils d'État. Au Bénin, longtemps considéré comme un modèle de stabilité et de coopération internationale, la donne change. Alors que ses voisins du Sahel rompent avec les dispositifs occidentaux, le gouvernement béninois, sous la présidence de Patrice Talon, s'enfonce dans une collaboration sécuritaire accrue avec les puissances étrangères, justifiée par la menace djihadiste au nord du pays. Bénin devient, aux yeux de ses voisins, un État tampon, une plateforme pour l'action de services de renseignement occidentaux qui ne peuvent plus opérer directement au Sahel. Cette position inconfortable transforme le Bénin en véritable enjeu géopolitique. Sa longue frontière avec le Burkina Faso, sa place entre l'AES et l'Atlantique, font de lui le dernier verrou entre les États enclavés du Sahel et les routes commerciales maritimes dont dépend toute l'Afrique de l'Ouest. Pour l'AES, la posture du Bénin n'est plus une question de sécurité intérieure. C'est un problème stratégique majeur. La tension n'est plus seulement politique ou diplomatique. Elle devient géographique, opérationnelle, existentielle. Un événement va cristalliser toutes ces transformations. Le départ précipité des forces étrangères de Cotonou, le 22 février 2026. Mais pour comprendre la portée de cette rupture, il faut se pencher sur la place singulière du Bénin, prise en étau entre le bloc souverainiste et les intérêts occidentaux. Car c'est là, précisément, que s'est jouée la fracture décisive. Le Bénin, pilier de la coopération occidentale, s'est-il fissuré au moment critique ? Voilà la vraie question qui hante cette nuit du 22 février 2026, quand la silhouette des hélicoptères étrangers s'estompe au-dessus de la marina de Cotonou. Pendant des années, le Bénin a été présenté comme le maillon fort, le rempart contre la contagion du djihadisme, celui qui acceptait d'accroître la présence de conseillers occidentaux, alors que ses voisins, eux, s'en détachaient, affirmant leur volonté de souveraineté. Mais derrière la façade de stabilité, la pression montait, militaire, politique, narrative. Au nord, l'insécurité grimpait, les attaques répétées érodèrent la confiance, et chaque nouvel arrivage de matériel ou d'experts étrangers était justifié par la nécessité de lutter contre le terrorisme. Officiellement, tout cela ne visait qu'à protéger la population. Mais pour les États du bloc AES et leurs opinions publiques galvanisées par les réseaux sociaux, le Bénin prenait peu à peu l'allure d'une antenne avancée de surveillance, voire d'une base d'opérations hostile à l'émancipation régionale. L'accusation n'était plus seulement politique, elle s'imposait dans l'imaginaire collectif, amplifié par les canaux numériques et la rhétorique d'influence. La géographie, elle, ne pardonne rien. Avec plus de 300 km de frontières partagées avec le Burkina Faso, le Bénin jouait depuis toujours le rôle d'État tampon. Tampon entre le Sahel et la mer, entre les puissances militaires émergentes du bloc AES
et les routes commerciales vitales de l'Atlantique. Sa stabilité conditionnait non seulement la sécurité, mais aussi l'économie de tout l'hinterland ouest-africain. Mais le 22 février, l'impensable se produit. Des officiers béninois, confrontés à des ordres jugés inacceptables, notamment la répression de groupes civils accusés de collusion avec les rebelles, refusent d'obéir. C'est une rupture silencieuse, mais décisive, dans la chaîne de commandement. Ce refus, relayé puis amplifié sur les réseaux, expose une fracture profonde entre une partie de l'armée, attachée à sa mission de protection, et un commandement perçu comme trop dépendant de partenaires étrangers. L'État tampon, vu hier comme garant de la stabilité régionale, se fissure sous le regard du monde. En quelques heures, la mécanique sécuritaire patiemment construite par les Occidentaux s'effondre. Les personnels étrangers sont évacués dans la précipitation, laissant un vide que personne n'était prêt à combler. Pour le gouvernement béninois, c'est l'abîme. Comment maintenir l'autorité sans le soutien d'alliés traditionnels, alors que la cohésion interne vacille? Comment restaurer la confiance au sein des forces armées, alors que la légitimité du pouvoir est remise en cause par une double pression, celle de la rue, qui réclame plus de souveraineté, et celle d'une géopolitique régionale qui ne tolère plus les ambiguïtés? L'enjeu, ici, n'est pas abstrait. C'est la survie même de l'État, sa capacité à gouverner, à garantir la sécurité de sa population, à peser dans les nouvelles alliances économiques et stratégiques qui se dessinent. Car en perdant son statut d'État tampon fiable, le Bénin risque d'être entraîné dans une spirale de défiance, d'instabilité et de marginalisation, alors même que la région s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire collective. Mais ce n'est pas qu'une crise nationale. Ce qui se joue à Cotonou se répercute sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La brèche ouverte par la vacance sécuritaire béninoise accélère la recomposition des alliances et met au défi tous ceux qui espéraient contenir le bloc AES avec les instruments du passé. Dans ce moment charnière, la notion même de souveraineté s'invente et se négocie en direct, sous l'œil critique et passionné des citoyens, des militaires et des partenaires étrangers. Et tandis que les regards restent fixés sur le sud du Bénin, en coulisses, une percée diplomatique se prépare, prête à bouleverser définitivement l'équilibre régional. Car la crise interne béninoise n'est qu'un prélude. L'heure est venue de comprendre comment, loin des projecteurs, un accord décisif va redessiner la carte des flux économiques et des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Un traité discret à Lomé pourrait bouleverser la carte du pouvoir régional. Imaginez la scène, les corridors commerciaux maritimes bloqués, les sanctions de la CEDEAO visant à asphyxier les économies du bloc AES, et pourtant, rien ne se passe comme prévu. Les juntes, que beaucoup pensaient isolées, tiennent bon. Mieux, elles montrent une résilience inattendue. Mais comment ont-elles fait pour résister à une pression économique censée les mettre à genoux? La clé, c'est d'abord l'appui extérieur. Derrière la façade AES, il y a la Russie. Le groupe Wagner, ou son successeur, Africa Corps, n'apporte pas seulement un soutien militaire, mais aide aussi à ouvrir des réseaux alternatifs. L'Algérie devient, elle aussi, un relais essentiel. Ainsi, alors que la CEDEAO ferme les portes officielles, d'autres s'ouvrent discrètement, rendant le blocus poreux, difficile à rendre totalement efficace. Pourtant, il subsiste une faiblesse structurelle. Le Sahel reste dépendant des accès maritimes. Le port de Cotonou verrouillé, l'économie AES semblait condamnée à l'asphyxie. C'est précisément là qu'intervient le coup de théâtre. La signature d'un traité entre le Togo et l'AES, permettant à ses membres d'accéder de façon souveraine au port de Lomé. Lomé, c'est bien plus qu'un simple point de passage. C'est un port de haute capacité, ultra connecté, capable d'absorber un flux commercial bien au-delà de ses frontières. Ce nouveau corridor maritime change radicalement l'équation. Soudain, les États du Sahel, jusqu'alors enclavés et sous embargo, se retrouvent avec un accès direct aux marchés mondiaux, échappant au contrôle de la CEDEAO et, par ricochet, à celui de l'Occident. Et ce traité n'est pas anodin. Le président Faure Gnassingbé, jusque-là perçu comme un allié fiable de l'Occident, choisit de s'aligner avec le bloc AES.
Ce basculement n'est pas uniquement un geste diplomatique, il révèle que la lecture du rapport de force régional a changé. Désormais, même des acteurs historiquement prudents voient dans l'AES une alternative crédible, sinon inévitable. Résultat, le modèle du blocus économique s'effondre. Ce que la CEDEAO voulait présenter comme une démonstration de force devient, en un clin d'œil, une démonstration de ses limites. Pour le Sahel, de nouveaux horizons commerciaux et stratégiques s'ouvrent. Les États enclavés, longtemps à la merci des corridors contrôlés par des puissances extérieures, découvrent un levier inédit de prospérité, d'autonomie et de pouvoir de négociation. Mais attention, ce corridor maritime n'est pas qu'une victoire logistique ou symbolique. Il pourrait, à terme, redéfinir les relations de dépendance dans la région. Les équilibres économiques basculent. Qui contrôle l'accès à la mer contrôle une large part de la souveraineté réelle. Les opportunités s'élargissent pour les États du Sahel, mais les risques aussi. Fragilité des nouvelles alliances, possible riposte des puissances écartées et nécessité d'apprendre à négocier dans un contexte géopolitique transformé. Pour les populations, le changement est tangible. Opportunités économiques, accès à des biens, sentiment de souveraineté restauré, tout cela devient plus qu'un slogan politique. Mais ce nouveau pouvoir n'est pas seulement matériel, il est aussi narratif. Car si le corridor de Lomé matérialise une victoire stratégique, il ne faut pas oublier que le récit lui-même est devenu un champ de bataille décisif. Qui contrôle l'interprétation de ce basculement contrôle, en grande partie, l'avenir des alliances et des ambitions régionales. Mais derrière cette victoire stratégique, le récit dominant est aussi un champ de bataille. Qui contrôle l'interprétation, contrôle l'avenir. Narratif ou réalité? Quand la victoire médiatique précède la victoire sur le terrain, la question se pose. Qui, réellement, tient les rênes du pouvoir en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Depuis le départ précipité des forces étrangères de Cotonou, un bouleversement s'est opéré. Mais il ne se joue pas uniquement sur le plan militaire ou diplomatique. C'est d'abord dans la bataille de l'information que tout s'est accéléré. Le bloc AES, maître de l'art du récit, a investi massivement les réseaux sociaux et a su parler à la jeunesse, là où les canaux traditionnels occidentaux, filières d'agences de presse, médias francophones liés aux élites, peinent désormais à se faire entendre. Sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, un même mot d'ordre circule, relayé, amplifié. L'Afrique doit s'émanciper, forger sa propre voie. Cette vague souverainiste ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des blessures réelles, intervention française à répétition dans la succession des régimes africains, domination du franc CFA, exploitation inégale des ressources. Ce ne sont pas de simples rumeurs ou des théories du complot, mais des faits longuement documentés dans l'histoire post-indépendance. Aujourd'hui, ce qui change, c'est la capacité de transformer ce passé douloureux en levier politique transnational, grâce à une maîtrise sans précédent des outils numériques et à l'apparition d'une nouvelle génération d'influenceurs panafricains. La fracture de l'information, c'est la possibilité pour un jeune soldat béninois de se sentir plus proche idéologiquement d'un camarade à Ouagadougou que des conseillers étrangers au palais présidentiel. Ce phénomène, voulu, orchestré par le bloc AES, déborde aujourd'hui les frontières et fait de la souveraineté un récit partagé, porté par l'émotion collective et le sentiment d'identité retrouvée. Mais la victoire narrative, aussi spectaculaire soit-elle, ne fait pas tout. Elle crée des attentes immenses. Sécurité, amélioration du quotidien, gouvernance honnête. Ces promesses, portées sur les réseaux, deviennent des exigences sur le terrain. Et c'est là que commence le défi réel pour l'AES et ses dirigeants, à commencer par Ibrahim Traoré. Unir la jeunesse autour d'un idéal est une chose. Réformer l'État, assurer la sécurité, relancer l'économie sous sanction, en est une autre. Le bloc AES gouverne en dehors des mécanismes démocratiques classiques, sans les garde-fous de la légitimité électorale. La pression populaire monte, et le moindre écart, corruption, autoritarisme, échec militaire, peut faire retomber l'euphorie en désillusion. Ici, la souveraineté n'est plus un slogan, mais un contrat social fragile, constamment remis en cause par l'urgence économique, l'instabilité sécuritaire
et la diversité complexe des sociétés sahéliennes. Pour le Bénin, la situation est tout aussi périlleuse. La fracture de l'État tampon a mis à nu une crise de légitimité profonde. Comment restaurer la cohésion militaire quand la chaîne de commandement a vacillé sous l'œil de la population et des réseaux sociaux? Comment reprendre la main politiquement, alors que l'intégration économique et sécuritaire avec l'Occident reste très forte et que toute rupture soudaine aurait un coût direct pour la population? Les marges de manœuvre du gouvernement de Cotonou sont étroites, prises en étau entre la nécessité de rassurer ses partenaires historiques et la pression d'une opinion publique qui regarde, compare et juge. Derrière ces bouleversements, une question centrale s'impose. Qui le pouvoir sert-il réellement? Les populations ou des intérêts extérieurs, passés ou présents? Car la promesse d'émancipation, si elle n'est pas tenue, peut très vite se retourner. La désillusion guette, et avec elle, le risque d'instabilité chronique, voire de nouvelles crises cycliques. À ce stade, le triomphe de l'AES dans la bataille des récits doit se traduire en succès de gouvernance, sous peine de voir le vent tourner aussi vite qu'il s'est levé. Reste à voir si le nouveau paysage ouest-africain tiendra toutes ses promesses, car le vrai test, lui, commence toujours après le départ des caméras. Les hélicoptères sont partis, mais l'histoire ne fait que commencer. Ce 22 février 2026, les images de l'évacuation de Cotonou ont frappé l'imaginaire collectif. Mais au-delà du spectacle médiatique, ce moment symbolise surtout la fin d'un chapitre. Celui d'un modèle occidental d'influence en Afrique de l'Ouest, longtemps basé sur la présence de forces étrangères, sur la logique du tampon béninois, sur l'idée d'un blocus économique qui tiendrait lieu de stratégie. Pourtant, si ces murs viennent de tomber, il reste à savoir ce qui va se bâtir sur leurs ruines. Car la vraie fracture, aujourd'hui, ne se lit pas seulement sur les cartes militaires ou dans les communiqués diplomatiques. Elle s'inscrit dans cette mutation invisible,